Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de mathématiques. À l'écran, vous voyez un genre de problème qu'on peut rencontrer sur les médias sociaux, comme Facebook. On vous demande généralement de résoudre ce genre de problème en trouvant la valeur d'un inconnu. Mais quand vous faites ce genre de problème, vous faites de l'algèbre. Et on doit résoudre un système d'équations mathématiques pour trouver une valeur inconnue. Bien, ça, c'est de l'algèbre. C'est ce qu'on commence en secondaire 2, puis on continue en secondaire 3, 4 et 5. Ici, la capsule qu'on va faire va initier le système algébrique avec le cours de troisième secondaire pour ceux qui font les cahiers Tardivets, le cahier 1, chapitre 1. Donc, pour bien comprendre l'algèbre, il faut commencer par la base. Et la base, c'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 1. Et ça contient notamment les nombres réels, ensuite la notation scientifique et enfin le théorème de Pythagore. Donc ça, c'est les trois sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans notre vidéo. Notre premier sujet, c'est les nombres réels. Vous voyez apparaître à l'écran plein de nombres différents qui sont représentés de différentes façons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les nombres qui sont là, même s'ils ont des caractéristiques différentes, se retrouvent sous un même grand ensemble, ce qu'on appelle les nombres réels. Et cet ensemble-là, les nombres réels, est représenté par la lettre R majuscule avec une autre petite barre à côté. Par contre, dans le grand ensemble des nombres réels, il y a différents sous-ensembles. Et c'est ce qu'on va essayer de départager aujourd'hui. Donc, le premier sous-ensemble, qui est pas nécessairement le plus petit, mais qui est vraiment le départ, c'est ce qu'on appelle les entiers positifs. Et le symbole pour les entiers positifs, c'est le N majuscule avec une autre petite barre sur le N. Ici, on peut comprendre rapidement que ce petit ensemble va regrouper tous les nombres entiers, donc qui n'ont pas de virgule, et qui sont positifs. Donc de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, contenant le 5, le 1032. Le nombre des entiers positifs, l'ensemble des entiers positifs, est dans un autre plus grand ensemble qu'on appelle l'ensemble des entiers positifs et négatifs. Et là, ce qu'on va rajouter dans cet ensemble-là, qui va porter la lettre Z avec une deuxième petite barre, c'est dans le fond les entiers qui sont négatifs, qui n'étaient pas dans le premier ensemble qui est en vert à l'écran, comme moins 2, moins 358, moins 1 359 243. À côté de cet ensemble-là, l'ensemble Z, entiers positifs et négatifs, il y a un autre ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres irrationnels. Et cet ensemble-là porte la lettre Q'. Q', c'est Q avec un petit apostrophe à droite. Ça, c'est Q'. Et les nombres irrationnels, ben, c'est des nombres qui ont une suite de chiffres après la virgule, donc des nombres décimaux, qui s'étirent jusqu'à l'infini. Donc, comme mon premier exemple, 0,24139, 3 petits points, ben, il y a des chiffres jusqu'à l'infini. Si on prend pi, ben, pi, lui aussi, c'est un chiffre, c'est 3,14, 15, 19, ainsi de suite, qui s'en va jusqu'à l'infini, donc c'est un nombre irrationnel. Même chose pour la racine carrée de 11, si on le pitonne sur notre calculatrice, on va remarquer qu'il y a une suite de chiffres qui s'en va jusqu'à l'infini. Ça, c'est les nombres irrationnels. Ensuite, un autre ensemble qui est juste à côté, qui va contenir les entiers positifs et négatifs, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels, qui lui, son symbole, c'est juste Q. Les nombres rationnels, c'est des nombres décimaux à virgule, mais qui sont finis. On a quelques exemples qui apparaissent à l'écran. On a moins 5 sur 7, 0,25, racine carrée de 9, 0,1010 périodique. Fait que première chose, 0,25, c'est un nombre rationnel, il est décimal, il est fini. Racine carrée de 9, je l'ai mis là en exemple parce qu'on a racine carrée de 11 tantôt, mais racine carrée de 9, ça donne 3. Fait que s'il faut faire attention, je pourrais même mettre racine carrée de 9 dans mes entiers positifs. Donc, il faut calculer la racine carrée avec notre calculatrice pour s'assurer qu'il est bien dans le bon ensemble. S'il y a une série de chiffres à l'infini, c'est un nombre irrationnel. Sinon, il va aller quelque part dans les nombres rationnels. Dès qu'on peut exprimer un nombre sous forme de fraction, moins 5 sur 7, et là, vous allez remarquer que moins 5 sur 7, là, ça donne des petits chiffres à virgule longtemps. Eh bien, ça, c'est un nombre rationnel parce qu'on peut quand même l'exprimer sous une forme raccourcie, moins 5 sur 7.
puis 0,1010 périodique. Mais ici, on a le symbole de périodicité qui permet de raccourcir un peu notre nombre. Donc ça tombe dans un nombre rationnel. C'est plus facile à comprendre. Donc ça, c'était les nombres rationnels. Et tout ça ensemble, nombres rationnels et nombres irrationnels, sont dans ce qu'on appelle les nombres réels, l'ensemble R qu'on avait vu tout à l'heure. On va maintenant voir chacun des ensembles plus en détail. Ici, ça fait quand même beaucoup d'ensembles, beaucoup de choses à retenir, donc on prend le temps d'intégrer la matière. Donc, le premier ensemble, c'est les entiers positifs. Si on se rappelle, c'était quoi le symbole? C'était le N majuscule. Les entiers positifs, eh bien, c'est des nombres positifs uniquement, comme l'ensemble qui est là, 0, 1, 2, 3, 4. Deux choses qu'il faut retenir, il n'y a pas de nombre négatif et il n'y a pas de nombre à virgule. Donc ça, c'est vraiment le premier ensemble, les entiers positifs. Le deuxième ensemble qui contient les entiers positifs, c'est l'ensemble des entiers positifs et négatifs, dont le symbole est Z. Si on se rappelle bien, il va y avoir des nombres positifs et négatifs, comme la série qui est à l'écran, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite dans les deux côtés jusqu'à l'infini. Et il faut se rappeler une chose super importante, il n'y a pas de nombre à virgule. Notre ensemble suivant, c'est les nombres rationnels, dont le symbole est Q. Les nombres rationnels comportent les nombres avec virgule, donc les nombres décimaux, et périodicité, qui ont une périodicité. Ici, c'est un nombre décimal qui est court. Si c'est un nombre décimal qui est à l'infini, ce n'est plus un nombre rationnel. Donc, ce qu'on va avoir comme exemple, c'est 2,66 périodique. Donc, 2,6666666 jusqu'à l'infini. Eh bien là, on peut le raccourcir à 2,66 périodique, donc qui est facile à comprendre. Et l'autre exemple, c'est 0,15. C'est un nombre décimal, très court, c'est parfait. Autre chose que contiennent les nombres rationnels, c'est les fractions. Donc, tout nombre, même si il s'en va jusqu'à l'infini, s'il peut s'exprimer sous forme de fraction, va être dans les nombres rationnels, comme 3 sur 5 et moins 7 sur 8. Dans les deux cas, c'est des fractions, donc ça rentre dans les nombres rationnels. L'ensemble suivant, c'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Le symbole, c'est Q'. L'ensemble des nombres irrationnels va comprendre des nombres à virgule sans périodicité qui s'en vont jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est vraiment là avec les trois petits points. Et c'est la façon de les reconnaître. 0,2413, 3 petits points, moins 27,85, 3 petits points. Ça veut dire qu'il n'y a pas de périodicité, il n'y a pas quelque chose qui revient, une suite logique. C'est vraiment là, des nombres à l'infini dans le désordre. Donc, c'est les nombres irrationnels. Il faut aussi savoir que certains nombres particuliers vont rentrer dans les nombres irrationnels, même s'ils sont représentés par des symboles. Le meilleur exemple est le pi, qui est 3,1415, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Enfin, le plus grand des ensembles, c'est l'ensemble des nombres réels. Et dans le fond, il est représenté par la lettre R pour réel. Et il contient tous les nombres rationnels et irrationnels. Donc ça, c'est notre plus grand ensemble qu'on va rencontrer aujourd'hui, cette année, en secondaire 3. Donc voici l'image avec tous mes différents ensembles, comment ils sont regroupés et qu'ils se partagent, dans le fond, les différents types de nombres. Petite précision, on peut créer des sous-ensembles qui ne sont pas là en ajoutant certains icônes à côté de nos ensembles. Donc si je voulais, exemple, faire un sous-ensemble qui ne contient pas le 0, qui est sans le 0, ben, je pourrais mettre la petite étoile. R étoilé, ça serait l'ensemble des nombres réels, sauf le 0. Pas de 0. Si je voulais faire un ensemble qui contient juste des nombres positifs, eh bien là, je pourrais ajouter un petit plus en bas en indice. Donc, Z+, c'est l'ensemble des nombres entiers, uniquement positifs, ça serait les nombres naturels. Et enfin, uniquement négatif, bien là, à ce moment-là, je pourrais mettre Q avec un petit moins en indice. Ça m'indique, je veux les nombres rationnels, mais juste ceux qui sont négatifs, je ne veux pas de positifs. Donc ça, c'est trois sous-ensembles qu'on peut faire à partir de nos ensembles qu'on a vus précédemment. Notre prochain sujet,
c'est la notation scientifique. Faites attention, là. La notation scientifique, c'est pas un outil diabolique inventé par des scientifiques fous dans leur sous-sol. OK? Il faut essayer de se déprogrammer et d'arrêter d'avoir peur de la notation scientifique. C'est quelque chose de simple qui est facile à utiliser. Les mathématiciens l'ont inventé parce qu'ils voulaient avoir une méthode d'écriture simplifiée pour les très grands ou les très petits nombres. C'est une méthode d'écriture simplifiée. Et ça va être le mot qui rentre dans votre tête tout de suite. C'est quelque chose de simple. Et vous allez voir, c'est juste tasser des virgules. C'est vraiment simple, la notation scientifique. Donc ici, on veut simplifier l'écriture. On va commencer par prendre un gros nombre, 36 540 millions. Et on va le transformer en notation scientifique, 3,654 par 10 à la 10. Donc là, on remarque, premièrement, que c'est plus court. Le chiffre est plus petit. Donc, ça va nous sauver de l'espace sur nos feuilles. Ça va être plus facile à analyser, à traiter. Si on prend un autre nombre, 0,00000004325. Mais si je le transforme en notation scientifique, ça me donne 4,325 par 10 à la moins 9. Encore une fois, c'est un nombre qui est plus petit et c'est aussi plus facile à lire, à dire et c'est plus facile aussi à analyser et traiter quand on connaît bien la notation scientifique. Mais on va essayer de ça. On va essayer de la comprendre, cette notation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 3,654 par 10 à la 10. Ça, c'est le premier nombre qu'on a vu. Bien, 10 à la 10, si on se rappelle qu'est-ce que c'est, eh bien, c'est un exposant, c'est 10 exposant 10. Et ça, c'est 10 multiplié par lui-même, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 fois. Et ça, ce que ça va donner, eh bien, ça va donner le nombre 10 milliards. Comment je fais pour le trouver? Bien, je calcule le nombre de zéros que j'ai dans ma première multiplication, 10 fois 10 fois 10. Bien, j'ai 10 zéros. Et bien, je vais avoir 10 zéros dans mon chiffre final. Dans 10 milliards, j'ai 10 zéros. Dans 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 fois, j'ai 10 zéros. Donc, c'est comme ça que je transforme une notation exponentielle, 10 à la 10, en nombre normal, 10 milliards. Et là, si je fais la multiplication, 3,654 fois 10 milliards, ça va me donner mon chiffre 36 milliards 540 millions. Et qu'on voit ici que la notation scientifique, ça représente quelque chose qui est logique. On va aller voir notre deuxième chiffre. Notre deuxième chiffre qu'on avait tantôt, c'était le 4,325 par 10 à la moins 9. Et là, 10 à la moins 9, ça veut dire quoi? Bien, c'est 1 divisé par 10 exposant 9. OK, là, on tombe dans les lois des exposants. Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais c'est 1 divisé par 10 exposant 9. Puis 10 exposant 9, bien, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois. Donc, ça va être 1 divisé par 1 milliard, excusez-moi, pardon. Et là, à ce moment-là, ce que ça va donner, quand je vais le transformer, ça va me donner 4,325 fois 0,000000001. Et là, comment je fais pour le voir? Bien, j'ai calculé que j'avais 9 zéros en haut. Bien, j'ai ici 9 zéros en bas, si je compte le premier zéro qui est à gauche de la virgule. C'est une autre façon de calculer facilement le nombre à multiplier. C'est 0,00000000001. Et j'ai donc 9 zéros. Et c'est l'exposant que j'avais dans 10 exposant moins 9. Et je vais réobtenir mon nombre que j'avais tout à l'heure, 0,4325. Et c'est comme ça qu'on utilise la notation scientifique. Attendez, je vous l'explique plus en détail comment faire ces calculs. Mais avant de vous expliquer comment fonctionne la notation scientifique, je tiens à préciser que la notation scientifique sert aussi à simplifier les comparaisons. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple pour comprendre. Voici deux gros nombres. Deux gros nombres, et je vous demande lequel est le plus grand. Donc, au premier coup d'œil, on pourrait penser que c'est le nombre de gauche qui est le plus grand. Mais si on voulait vraiment vérifier, il faudrait compter
chacun des nombres pour savoir, chacun des chiffres, c'est quoi sa position pour vérifier lequel est le plus grand. Mais si je les marquais directement en notation scientifique, la réponse serait évidente. Donc pour le premier, ça donne 3,295 par 10 à la 10. Pour celui de droite, ça donne 2,979 par 10 à la 11. Et là, ce que je remarque, c'est que pour le premier nombre, l'exposant c'est 10, puis le deuxième nombre, l'exposant c'est 11. Mais 11 est plus grand que 10, donc nécessairement, 2,979 va être multiplié par un plus grand chiffre, hein, ça va être 1 avec 11 zéros, donc il va être plus grand que l'autre, parce que 11 est plus grand que 10. Et qu'à ce moment-là, je sais tout de suite, juste en comparant les deux exposants, que le chiffre, le nombre de droite est plus grand que le nombre de gauche. Donc, 2978852000050 est plus grand que 329500000000. Fait que ici, la notation scientifique, quand je la connais, me permet de simplifier les comparaisons en arrivant rapidement à ma réponse, juste en comparant mes exposants. Maintenant, la règle la plus importante, et ça, là, c'est avant même d'être capable de calculer la notation scientifique, je dois comprendre cette règle. Tout de suite, on ouvre notre esprit et on imprime ça dans notre tête. Le premier chiffre est toujours à la position de l'unité. Hein, le premier chiffre, autre que 0, est toujours à la position de l'unité. Ça, c'est la règle la plus importante. Je vous donne des exemples. Mon premier chiffre, 12,49 par 10 à la moins 4. Mon premier chiffre, c'est le 1. Il est à la dizaine. Il n'est pas à l'unité. Donc ça, c'est pas une notation scientifique. Mon deuxième nombre, c'est 0,345 par 10 à la 3. Ça ressemble à la notation scientifique. Mais mon premier chiffre, qui n'est pas un 0, c'est le 3. Sa position, c'est le dixième. Fait que ce n'est pas de la notation scientifique. Troisième exemple. 4,325 par 10 à la moins 9. Oh! Premier chiffre est à la position de l'unité. Ça, c'est la notation scientifique. Fait qu'il faut faire attention, là. Mes deux premiers exemples, le premier chiffre, autre qu'un 0, n'était pas à la position de l'unité. Fait que ça n'était pas des notations scientifiques correctes. Le troisième est mon bon exemple. 4,325 par 10 à la moins 9. Le 4, premier chiffre, position unité. C'est ça que je veux. Lorsque je veux calculer la notation scientifique pour les grands nombres, et là, quand je parle de grands nombres, je parle de nombres qui sont plus grands que 1. Donc, 12, c'est un grand nombre. 8 serait un grand nombre. Mais 12 milliards 458 millions, c'est un grand nombre. Et je parle aussi des nombres qui sont dans le négatif, qui sont plus grands que... qui sont plus grands, qui sont plus petits que moins 1. Donc, moins 12, moins 258 000, moins 14 milliards 358 millions. OK? Tout ce que je veux, c'est pas de nombres qui sont 0, quelque chose. OK? Eh bien, pour ces nombres-là, pour ces grands nombres, il faut savoir que l'exposant est positif. Ça, c'est la règle. Lorsque mes nombres sont grands comme ça, mon exposant va être positif. On va le faire avec un exemple. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, je prends mon exemple qui est un premier chiffre, 135 500 000. Et bien là, ce que je veux faire, je veux déplacer la virgule et la mettre à côté de mon premier chiffre qui est le 1. Donc, je veux que mon 1 se ramasse à l'unité. Donc, il faut que ma virgule soit immédiatement à droite de mon 1. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma virgule. J'ai pas de virgule. Mais oui, j'ai une virgule. Ma virgule est à côté de l'unité, à côté de mon dernier 0. Ma virgule est là. Elle n'était pas dessinée, mais je l'ajoute. Et là, je veux déplacer ma virgule jusqu'à temps qu'elle soit à côté du 1. Fait que je déplace ma virgule et je la mets à côté du 1. Donc, ça me fait 1,355. Et là, ça va être quoi mon exposant? Tout ce que j'ai à faire, c'est calculer les bons que ma virgule a fait.
Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bons. Elle s'est déplacée de 8 positions pour arriver à côté du 1. Fait que mon exposant, ça va être 8. Et la réponse, ça va être 1,355 par 10 à la 8. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Si on avait des petits nombres, donc 0, quelque chose ou moins 0, quelque chose, dans ce cas-ci, l'exposant va être négatif. On fait un exemple. On a un chiffre qui va apparaître à l'écran, 0,0000000000038. Eh bien là, je veux faire la même chose que tantôt. Je veux déplacer ma virgule pour la mettre à côté du premier chiffre qui est 0.0, qui est le 3. Donc, je vais mettre ma virgule immédiatement à droite du 3. Tout ce que j'ai à faire, je déplace ma virgule, puis je la mets à côté du 3, 3,8. Mais là, ça va être quoi mon exposant? Bien, je dois calculer le nombre de positions que ma virgule s'est déplacée. Donc, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ma virgule s'est déplacée de 11 positions. Fait que ma réponse, en notation scientifique, 3,8 par 10 exposant moins 11. C'est tout. Maintenant, si on veut passer de la notation scientifique vers la notation décimale, je dois commencer par regarder l'exposant. Si mon exposant dans ma notation scientifique est positif, je dois déplacer ma virgule vers la droite. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Si mon exposant est positif, je déplace ma virgule vers la droite. Donc, exemple, j'ai ce nombre qui apparaît à l'écran comme notation scientifique, 4,25 par 10 à la 5. L'exposant est positif, donc je vais devoir le déplacer vers la droite. Ma virgule, je la déplace de 5 positions vers la droite. Donc, je réécris mon nombre, 4,25. Mais là, je me rends compte rapidement que je manque de zéros. Je n'aurai pas assez de zéros pour avoir apparaître mon nombre. Donc, je dessine des zéros. Et là, ensuite, je prends ma virgule, puis je la déplace de 5 positions vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 positions. Et j'envoie ma virgule à cet endroit-là. Et ma réponse va être 425 000. Donc, mon exposant est positif. J'ai déplacé ma virgule vers la droite. Mon exposant, c'était 5. J'ai déplacé de 5 positions vers la droite. Et je reprends mon nombre et j'ai ma réponse, tout simplement. Si je veux faire une transformation vers la notation décimale, mais cette fois-ci, mon exposant est négatif, ben, je vais faire le contraire. Je vais déplacer ma virgule vers la gauche. Donc, mon nombre, qui va apparaître à l'écran, 8,59 par 10 à la moins 4. Eh bien là, je dois déplacer ma virgule vers la gauche, parce que mon exposant est négatif, de 4 positions, parce que mon exposant, c'est moins 4. Fait que je réécris mon nombre, 8,59. Et là, je manque de 0. Ben, je vais me rajouter les zéros. Et là, je vais pouvoir déplacer facilement ma virgule. Je la déplace de 4 positions vers la gauche. 1, 2, 3, 4. J'envoie ma virgule à cet endroit-là. Et je vais avoir ma réponse qui va être 0,000859. Et j'ai transformé mon nombre en notation scientifique vers la notation décimale. Notre dernier sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un philosophe grec qui a découvert une relation mathématique extrêmement importante dans les triangles. Et cette relation mathématique-là est tellement importante qu'on l'utilise encore aujourd'hui de nos jours dans de nombreuses professions. Donc, pour comprendre le théorème de Pythagore, on va devoir parler premièrement des triangles rectangles, et ensuite on va voir son équation qu'il a développée, qui est a carré plus b carré égale c carré, qui est le théorème de Pythagore. Alors, pour comprendre le théorème de Pythagore, il faut voir le triangle rectangle. Je pense qu'il n'y a personne qui est surpris de savoir que c'est un triangle qui a un angle de 90 degrés, comme celui qui est à l'écran, et on voit son 90 degrés, qui est l'angle C dans le bas, à droite.
Maintenant, il y a trois choses que peut-être vous ne savez pas. Des noms particuliers pour les différents côtés. Donc, le grand côté, le côté AB, qui est ma diagonale, s'appelle l'hypoténuse. Okay? L'hypoténuse, c'est le nom de mon plus grand côté, qui est ma grande diagonale. Maintenant, le côté BC, c'est le côté qui ne touche pas à l'angle A. Eh bien là, c'est ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle A. Le côté AB, le côté AC touche à l'angle A, forme l'angle A, mais le côté BC ne touche pas à l'angle A, et on appelle ça le côté opposé à l'angle A. Tandis que le côté AC, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle A, parce que c'est un des deux côtés de l'angle A, mais ce n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est le côté adjacent à l'angle A. Par contre, lorsque je vais parler du théorème de Pythagore, je ne vais pas utiliser les noms hypoténuse, côté adjacent, côté opposé. On va les nommer différemment. On va les nommer avec des petites lettres. Fait que l'angle C, qui fait mon angle droit, eh bien, c'est l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle C, c'est mon hypoténuse. On va l'appeler petit c. Le côté BC, qui est mon côté opposé à l'angle A, ben je vais l'appeler petit a parce que c'est le côté opposé à mon angle grand A. Et le côté AC, qui est le côté opposé à l'angle grand B, ben on va l'appeler petit b. Fait que ça, c'est une façon de nommer les côtés qu'on utilise dans le théorème de Pythagore. Et c'est ce qu'on va utiliser, nous aussi, à l'avenir. Alors, vous avez le théorème de Pythagore, on va l'expliquer maintenant, et vous avez notre aide-mémoire avec les côtés A, B, C, qui sont même en couleur pour nous aider. Alors, première partie du théorème de Pythagore dit que lorsqu'on a un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, ici, mon angle A, mon angle grand A, est 30 degrés. Mais là, ce que ça dit, c'est que la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés correspond à la moitié de l'hypoténuse. Ça, c'est la définition. Ça dit que le côté A est égal à 1/2 le côté C. Mathématiquement, c'est ce que je dois faire. Je prends C, je multiplie par 1/2, puis ça va me donner A. Mais dans le fond, ce que ça dit, le petit côté, c'est la moitié de l'hypoténuse. Et c'est ça qu'on doit savoir. Fait que quand vous avez un triangle rectangle qui a un angle de 30 degrés, bien, rapidement, si vous avez l'hypoténuse, vous pouvez trouver le petit côté parce que c'est la moitié de l'hypoténuse, tout simplement. On va faire un petit exercice pour muscler notre cerveau. Donc ici, si je vous dis que l'hypoténuse mesure 18 cm et je vous demande de trouver la mesure du côté A, bien là, la formule, c'est A est égal à 1/2 C. C, bien, ça vaut 18, fait que A est égal à 1/2 18. 1/2 fois 18, A est égal à 9 cm. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est une relation mathématique qui va relier les trois côtés, la mesure des trois côtés de mon triangle rectangle. La formule, c'est celle qu'on a vue tantôt, A carré plus B carré égale C carré. Donc, la mesure du côté A au carré plus la mesure du côté B au carré est égale à la mesure du côté C au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. C'est la formule mathématique de Pythagore. Si je veux trouver le côté C, ici, je vais devoir transformer la formule de Pythagore pour isoler mon C. Et bien là, mon C est au carré, fait que si je veux enlever mon carré, je vais juste faire ma racine carrée de chaque côté, et ça va me donner C est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Mais si c'est le A que je cherchais, eh bien là, il faut que j'isole mon A, et ça va me donner la formule suivante. A est égal à racine carrée de C carré moins B carré. Et si je le trouvais le B, mais ce serait la même formule, mais le A et le B seraient inversés. Donc ça, c'est les trois
représentation de la formule de Pythagore. Encore une fois, je pense que ça va être plus facile de la comprendre si on fait un exercice pour muscler son cerveau et trouver la mesure d'un côté inconnu. Donc, dans cet exercice, je vous dis que A mesure 3 cm et B mesure 4 cm. Trouvez la valeur de C. Donc, pour ce faire, on va appliquer Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. Mais là, je cherche mon C. Fait que la formule pour trouver le C, on l'a vu tantôt, c'est marqué dans notre manuel, c'est C est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est remplacer A et B dans cette formule-là. Ça va me donner C est égal à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Et si je fais mon calcul avec ma calculatrice, C est égal à 5 cm. Attention, des fois, la difficulté du théorème de Pythagore, c'est pitonner sur la calculatrice. Fait que prenez le temps de tester le calcul, racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré égale, pour voir si vous arrivez bien à 5 cm. Ça pourrait être une des erreurs que vous allez faire dans vos exercices et vos examens, le pitonnage sur la calculatrice. On va faire un autre exercice avec le théorème de Pythagore pour muscler notre cerveau. Cette fois-ci, je vous dis que C est égal à 9 cm, B est égal à 7 cm, et je vous demande de trouver la valeur du côté A. Donc ici, le théorème de Pythagore, A carré plus B carré égale C carré. Je cherche A aujourd'hui, donc je vais modifier mon équation. Ça va me donner A est égal à racine carrée de C carré moins B carré. Je remplace C et B par leur valeur. Ça va me donner A est égal à racine carrée de 9 au carré moins 4 au carré. Je calcule ça dans ma calculatrice et je vais trouver que A est égal à 5,66 cm. Application très plug and play du théorème de Pythagore en prenant les valeurs que j'ai de connues, en les mettant dans ma formule et en faisant la résolution avec la calculatrice. Je vous donne un dernier problème et cette fois-ci il est un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire 2 étapes, réfléchir 2 fois. Donc, dans ce numéro, je vous dis que C est égal à 8 cm et je vous dis quelle est la valeur de B. Mais, je n'ai pas la valeur de A. C'est problématique. Sauf que, si vous regardez bien sur le dessin, mon angle vaut 30 degrés. Fait que si on se rappelle bien, quand j'ai un angle de 30 degrés, mais la valeur du côté A est égale à 1/2 la valeur de mon hypoténuse. 1/2 la valeur de C. Fait que A, c'est 1/2 fois 8, ça va donner 4. Fait que A vaut 4. Fait qu'en appliquant la première partie qu'on a vue tantôt, que lorsque j'ai un angle de 30 degrés, l'angle opposé au 30 degrés, qui est le plus petit côté, mesure la moitié de l'hypoténuse, j'ai réussi à trouver la valeur de A qui est 4 cm. Alors, je mets ça dans mon problème, et là, je tombe sur quelque chose qui est facile à résoudre. Trouvons B, sachant A est égal à 4 cm, C est égal à 8 cm, bien, c'est Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. Cette fois-ci, je cherche B. Donc, la formule va être B égale racine carrée de C2 moins A2. Je remplace C et A par leur valeur. Donc, B est égal à racine carrée de 8 au carré moins 4 au carré. Je rentre ça dans ma calculatrice et j'obtiens la valeur incroyable de 6,93 cm pour B. Et je viens de terminer le plus gros problème que vous allez pouvoir rencontrer avec Pythagore. Donc, si je comprends ma formule, si j'ai pris en note les variations de la formule pour trouver A, B ou C, eh bien, c'est facile résoudre Pythagore quand je sais quel côté représente quoi. Et je vais me rappeler que quand j'ai un angle de 30 degrés, A est la moitié de C. Avec ça, on vient de terminer le chapitre 1 du cahier 1 de mathématiques tardivelles pour le secondaire 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de réécouter la vidéo. N'hésitez pas d'aller voir dans les pages du cahier Tardivelle les explications qu'il donne et ou de venir me voir pour me poser des questions. Bonne soirée!